Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Questions aux experts. Ce nouveau numéro est consacré à l'endométriose et la grossesse que nous allons évoquer de la conception jusqu'au postpartum. Et pour répondre à nos questions, nous recevons le docteur Éric Petit, médecin radiologue, fondateur et responsable du Centre de l'endométriose du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, également président du réseau Ville Hôpital Endométriose Resendo et membre du comité de pilotage de la stratégie nationale contre l'endométriose. Bonjour docteur. Bonjour. Avant d'entrer dans les détails de la maladie et des conséquences potentielles sur la fertilité, j'aimerais que vous nous rappeliez ce qu'est l'endométriose et que vous nous disiez à peu près combien de femmes en âge de procréer sont touchées. Alors l'endométriose est une maladie inflammatoire chronique, génétiquement déterminée et environnementalement également, en concernant notamment les perturbateurs endocriniens, dont la prévalence augmente régulièrement et qui consiste en ce que les cellules semblables à l'endomètre, les tissus semblables à l'endomètre, c'est la définition exacte actuelle, renouvelée, ne sont plus à leur place, c'est-à-dire sont situés en dehors de la cavité utérine. Et se trouve déjà, par exemple, dans le muscle utérin, c'est ce qu'on appelle officiellement l'adénomiose, mais également les cellules refluent avec les règles par les trompes et peuvent coloniser d'autres organes dans la cavité péritonéale, et l'ensemble de la cavité pelvienne peut être concerné en dehors donc de l'utérus, concernant notamment les ovaires, les trompes, le tissu digestif, le rectum, la sphère urinaire, la vessie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et dans 95% des cas, ça reste localisé à la cavité pelvienne, mais dans 5% des cas, il y a des localisations que l'on appelle extra-péritonéales, et tout peut être trouvé dans l'organisme. C'est une maladie qui est plus générale d'ailleurs que uniquement pelvienne en fait, parce qu'il y a un retentissement important en termes de douleur sur l'ensemble de l'organisme, et il y a des situations très particulières qui expliquent en grande partie d'ailleurs l'errance diagnostique, je rappelle là encore, de 10 ans. Donc c'est pour ça qu'il est toujours très important de sensibiliser l'ensemble du public et des professionnels de santé à la présence de cette maladie qui est encore très tardivement et trop tardivement diagnostiquée, avec une incidence, un impact sur la qualité de vie des patientes et leur éventuelle fertilité également important. Donc il est important de le diagnostiquer le plus tôt possible, si possible dès l'adolescence, en y pensant systématiquement. Il y a un certain nombre de symptômes très caractéristiques, donc il faut déclencher l'alerte et la consultation rapidement avec des techniques d'imagerie qui permettent de prouver que l'endométriose est bien présente en corrélation avec les données cliniques. Ça, c'est très important. Et la prévalence de cette maladie est de 10 à 15% des femmes en âge de procréer. C'est plus que les 5 à 10% traditionnels. Il y a même des études parcellaires qui nous font penser qu'on est plus proche de 20% que de 10%. D'accord, donc bien plus que ce qu'on imaginait. Et on constate par ailleurs que beaucoup de femmes sont diagnostiquées lors d'un bilan de fertilité. Expliquez-nous quels troubles précisément l'endométriose peut provoquer sur les étapes de la reproduction. Alors évidemment, il y a plusieurs mécanismes, c'est multifactoriel comme toujours dans cette maladie, et effectivement ça peut perturber la fertilité. Alors il faut rappeler quand même une chose, un préambule très important, ça ne rend pas stérile, sauf cas archi exceptionnel, c'est des hypofertilités, des dysfertilités chez les femmes qui ont une endométriose. Je le rappelle, la prévalence de ça, c'est 30 à 40% des femmes qui ont l'endométriose peuvent avoir un problème de fertilité et vice-versa. Donc ça n'est pas systématique, il faut rappeler que la plupart des femmes qui ont l'endométriose peuvent être enceintes naturellement, d'accord ? Donc ça, c'est très important, et les mécanismes sont divers, et à commencer par le phénomène inflammatoire global pelvien, et qui crée des adhérences, parce que c'est une maladie inflammatoire chronique, et les adhérences créent des obstacles mécaniques à la rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde notamment. Et ça peut avoir une incidence directe sur les trompes qui peuvent être dilatées, ce qu'on appelle l'hydrosalpinx, voire l'hématosalpinx quand ça saigne à l'intérieur, et ça c'est évidemment pathognomonique de l'endométriose. Ce sont des obstacles distaux sur la trompe par adhérence, et évidemment ça c'est un élément majeur d'hypofertilité, et il y a d'autres mécanismes qui sont donc outre l'inflammation avec la cystotoxicité qui en émane, et qui peut altérer également donc la qualité ovocytaire, le nombre de follicules, la réserve ovarienne folliculaire peut être impactée, surtout quand il y a des kystes endométriosiques ovariens, surtout quand ils sont volumineux et bilatéraux, bien entendu. Ça c'est une source d'impact. Et enfin il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est souvent sous-estimé, la part utérine de l'endométriose,
que l'on appelle adénomiose, puisque quand elle est conséquente, elle bloque, elle freine l'implantation, elle perturbe l'implantation. Il y a des troubles implantatoires de la nidation et ça favorise également des fausses couches spontanées. Voilà. Donc ça, c'est important à prendre en compte, la partie utérine de la maladie qui est peut-être conséquente. Elle fait partie inintégrable de la maladie, évidemment. Donc il y a pas, vous voyez, il y a plusieurs facteurs. Hein. Les facteurs inflammatoires, adhérentiels mécaniques, la réserve ovarienne, la qualité des ovocytes, et puis le caractère implantatoire, la nidation qui peut être perturbée. Et pendant la grossesse, justement, est-ce qu'il y a plus de risques de complications? Il y a la fausse couche, notamment au début. Est-ce que le suivi médical est accru par rapport à la moyenne? Alors, pas forcément. Là-dessus, on n'a pas de preuves de haut niveau pour l'affirmer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement des complications de la grossesse sur l'endométriose, mais c'est rare, dans moins de 1% des cas. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été décrites. D'abord, il y a des choses qui ne sont plus vraies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard de croissance intra-utérin, il n'y a pas non plus d'augmentation d'accouchement prématuré, parce que ça a été très longtemps le serpent de mer. On a cru que ça l'était, mais en fait, une grande étude en EndoOps a été publiée dans le JAMA en février 2022, sous l'égide de Louis Marcelin, à Cochin-Port-Royal. Notre équipe à Saint-Joseph a fait partie de cette étude multicentrique prospective qui a définitivement clarifié la situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, sur plus de 1350 patientes étudiées de façon prospective, on n'a pas constaté donc d'accouchement prématuré augmenté. Bon, donc le reste, ce sont des épiphénomènes, c'est-à-dire qu'il y a parfois des ruptures de kyste endométriosique, des surinfections, des perforations digestives spontanées, des hémopéritoines, phénomène très difficile à expliquer. On ne connaît pas bien la physiopathologie par lésions et perforations et ruptures de vaisseaux qui sont parfois anévrismaux, utéro-ovarien, mais c'est très rare. On a toutes les équipes spécialisées, on a eu des cas, rarement, heureusement. Donc tous ces cas sont heureusement fort exceptionnels. Et puis il y a, faut le rappeler, au tout départ, donc un surrisque de grossesse extra-utérine aussi, parallèlement au risque de fausse couche spontanée. Mais heureusement, c'est aussi relativement rare. Donc finalement, les phénomènes secondaires à l'endométriose pour la grossesse elle-même sont suffisamment rares pour pas justifier forcément. Il faut être vigilant, bien sûr, il faut bien suivre les patientes comme toujours, mais pas de façon plus accrue, non. Et si la grossesse ne vient pas spontanément, quelles alternatives sont proposées à ces femmes? Et au bout de combien d'essais infructueux, la décision de recourir à l'aide médicale est-elle prise en général? Alors, l'hypofertilité, par définition, c'est 1 an. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an d'essai de rapport spontané fréquent, il faut rappeler qu'il en faut au moins 3 par semaine, et la rentabilité et le taux de fécondité n'est que de 25% par mois, on le sait, dans la population normale. Et quand il y a une endométriose, ça baisse à 10%. Donc effectivement, il faut déjà avoir beaucoup de rapports. Et vous savez que ces femmes peuvent avoir ce qu'on appelle des dyspareunies profondes, des douleurs pendant les rapports, ce qui est déjà un frein, d'ailleurs, à la fertilité quand elles n'ont pas assez de rapports. Bon. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, au bout d'1 an, quand il n'y a pas de conception spontanée obtenue, il faut commencer à faire les investigations, le bilan de fertilité complet, comprend le bilan hormonal, sans oublier le conjoint, parce qu'il faut faire une étude du spermogramme, bien entendu, et étudier les trompes quand elles ne sont pas dilatées sur les examens d'imagerie usuels qui sont l'échographie pelvienne endovaginale et l'IRM. À ce moment-là, on fait une étude des trompes en hystérosalpingographie, l'examen radiologique classique, et qui permet de vérifier si les trompes sont parfaitement perméables. Une fois que l'on a fait ça, après, effectivement, on suggère à la femme le plus souvent, en première intention, de faire ce qu'on appelle une fécondation in vitro. C'est la technique de référence pour l'endométriose, éventuellement associée à l'ICSI, quand il y a des problèmes de spermogramme authentifiés au préalable, et ça, c'est important. Et puis, dans certains cas, en fonction du statut douloureux de la patiente ou pas, de l'absence possible de rapport, on opère certaines patientes, de moins en moins, mais parfois il est nécessaire dans les formes les plus sévères anatomiquement et très handicapantes sur le plan de douleur, et sans qu'elles soient suffisamment soulagées par les pratiques, par la prise en charge médicale et paramédicale, eh bien, on peut parfois être obligé d'opérer. Le plus souvent, la FIV, qui a un très bon succès d'ailleurs, globalement, permet de passer le cap et d'obtenir des grossesses chez ces patientes. Et une fois que la grossesse est commencée, on dit que l'endométriose se met en sommeil. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui.
Alors, ça veut dire que pendant 9 mois, puisque le traitement de l'endométriose, vous savez, c'est de supprimer, d'éviter le déclenchement des règles. Donc, on les met habituellement sous hormonothérapie ou pilule en continu avec suppression des règles, donc sans règles, avec l'aménorrhée secondaire usuelle. Et bien, dans ce cas-là, c'est pareil. La grossesse, c'est le traitement naturel spontané idéal. Et donc, pendant 9 mois, elles sont bien, en sachant que dans 20% des cas environ, au premier trimestre, il peut y avoir quand même un rebond douloureux qui s'explique par l'environnement hormonal qui n'est pas encore tout à fait optimal, avec une augmentation du taux des oestrogènes notamment. Puis après, à la fin du premier trimestre, tout se calme. Et donc là, toutes les patientes sont beaucoup mieux pendant les grossesses. Évidemment, ça suspend le problème pendant 9 mois. Après, éventuellement, quand les femmes sont allaitantes, tant qu'il n'y a pas de retour de couche, ça continue. Mais dès que les règles reviennent, le processus revient. L'endométriose est chronique, inflammatoire, et donc ne s'arrête qu'à la ménopause. Donc à partir du moment où la femme n'est plus enceinte et à nouveau réglée, et bien évidemment, les douleurs repartent progressivement, et puis la maladie repart. Voilà. Donc évidemment, ça ne suspend le problème pendant 9 mois, mais ça ne le règle pas, ça ne la guérit pas l'endométriose. Ça, il faut l'insister parce qu'il y a encore des idées préconçues là-dessus, des fausses rumeurs. Les patientes croient que la grossesse va régler le problème, mais pas du tout, ça suspend simplement. On va parler accouchement maintenant. Est-ce que ces femmes ont plus de risques de césarienne ? Alors un petit peu plus, notamment parce qu'il y a aussi un surrisque au 3e trimestre de placenta prévia, donc d'anomalie d'insertion placentaire, c'est vrai, surtout chez les femmes sévères opérées par exemple. Et donc dans ces cas-là, quand il y a une intervention chirurgicale sévère, notamment chez les patientes qui ont eu une résection anastomose du rectum bas situé ou atteinte vaginale ou les deux, eh bien là il faut être méfiant et souvent la césarienne est de précaution nécessaire pour éviter des complications graves évidemment. Donc en dehors de ce cas de figure-là, habituellement, non. Mais il y a un petit surrisque, effectivement, d'effectuer quelques césariennes supplémentaires. Ça, c'est vrai, c'est authentifié. Voilà. Mais le plus souvent, l'accouchement peut se faire spontanément par voie basse. J'imagine que ça, on le sait avant l'accouchement, que des examens sont effectués pour chaque femme. Oui. On le sait, le statut. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux connaître le statut endométriosique de la patiente avant, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Parfois, l'endométriose est découverte au cours de la grossesse ou au décours, mais l'idéal est de le savoir avant pour avoir un suivi effectivement quand même optimal, en tenant compte de cette particularité de l'endométriose, dont l'incidence sur la grossesse peut exister, mais c'est surtout les cas les plus sévères. Voilà, donc il faut être prudent, vigilant, sans que ça soit non plus, il ne faut pas dramatiser non plus la situation. Voilà. Et une fois que la grossesse s'est bien passée, que le bébé est né en bonne santé, ou en tout cas on l'espère, comment se passe le postpartum de la femme souffrant d'endométriose ? Eh bien, il se passe bien. Alors évidemment, on a tendance à, une fois tant qu'elle est non réglée, notamment allaitante, c'est très favorable. Et puis après, évidemment, les règles repartent. Donc là, il faut la remettre sous un traitement hormonal en continu pour éviter de déclencher les règles et la réactivation de l'endométriose. Donc on lui suggère un traitement hormonal à nouveau, sans souci comme usuellement. Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors celles qui ne veulent pas de traitement, qui attendent un peu pour voir comment ça va se passer, on peut. Ça dépend de la gravité de l'endométriose, eh bien, en fonction de son statut anatomique lésionnel global, on peut attendre un peu et puis le remettre en fonction de l'évolution des symptômes cliniques qui sont en général, hélas, repartent, avec des règles douloureuses, éventuellement des rapports douloureux et ainsi de suite. Eh bien, à ce moment-là, on retraite progressivement. Ça se fait à la carte en fonction de chacune, parce que toute femme a une endométriose différente de la voisine. Il y a autant quasiment de cas que de femmes. C'est ce qu'on a l'habitude de dire dans notre milieu d'experts. C'est vrai que tout se discute au cas par cas, à tout point de vue, à chaque fois, y compris avant, pendant la grossesse. Voilà. Et enfin, ce sera ma dernière question de l'émission. Est-ce qu'après le premier enfant, c'est plus difficile ou plus facile pour ces femmes d'en avoir d'autres ? Alors tout dépend. Il y a des patientes qui sont effectivement spontanément enceintes après avoir été en difficulté et qu'on a été obligé de les aider par la PMA avec la FIV notamment, et qui sont spontanément enceintes. On peut pas le prédire. La prédiction de la grossesse, de la conception et des chances d'être enceinte spontanément est toujours très difficile à évaluer. On ne peut jamais se permettre de donner un pronostic formel, définitif à une patiente qui a une endométriose, quel que soit son degré d'atteinte d'ailleurs. Donc ça, il faut bien
bien le redire, le certifié, il ne faut surtout pas prononcer de mots définitifs vis-à-vis de la procréation. On ne sait pas. Tout peut se passer très bien à nouveau une deuxième fois, comme ça peut être plus difficile. Tout dépend aussi de l'âge de la patiente. Il est évident qu'on sera plus vigilant à 39 ans qu'à 29. Donc, si la patiente a été déjà enceinte tardivement après des difficultés, on ne tardera pas quand même à la remettre en PMA et en FIV après, à nouveau, en tout cas à programmer les choses comme telles. Et si jamais elle est enceinte spontanément, ça arrive régulièrement, bien, tout le processus s'annule. Mais il faut être vigilant en fonction de l'âge aussi. C'est pas la même chose à 30 qu'à 38 ans. Parce qu'après 35 ans, on rappelle que la réserve ovarienne folliculaire diminue régulièrement à partir de 35 ans. Et d'ailleurs, il y a un petit mot à dire chez les patientes qui n'ont pas de conjoint, qui sont autour de la trentaine et qui ne savent pas quand elles veulent être enceintes, si elles ont une endométriose, surtout si elle est sévère ou si elle a été multi-opérée ou qu'il y a des kystes ovariens bilatéraux, on peut faire ce qu'on appelle la préservation de la fertilité. Ça, c'est important comme thème. C'est de plus en plus suggéré à ces patientes-là en cas d'eux. C'est une sorte d'assurance tout risque et donc on prélève les ovocytes, on les vitrifie, donc on les congèle et de façon à en avoir au moins 15. Il faut parfois 1, 2 séances ou 3 de stimulation pour récupérer un nombre minimum de 15 ovocytes pour que ça soit rentable. Et avant 35 ans, idéalement, donc la liste d'attente pour s'inscrire dans les centres agréés de PMA pour la préservation de fertilité se augmente régulièrement. Je crois qu'actuellement en Ile-de-France, il est autour de 2 ans déjà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop tarder parce qu'il faut le faire impérativement avant 37 ans, quoi qu'il arrive. Et ça, certains cas sont éligibles à cela. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage, docteur Petit. Bon. Mais merci. Merci à vous de m'avoir invité. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus, je rappelle que vous avez coécrit le livre Endométriose, diagnostic et prise en charge aux éditions Elsevier Masson en 2020. Merci à vous de nous avoir suivis pendant cette émission que vous pouvez revoir à tout moment sur notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Pourquoi Docteur ?